Bonjour à tous, mon nom est Julie Dubé, je suis représentante pour Dentsply Sirona, division implant. Et c'est encore un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous accueillir pour ce cours qui est présenté par Dr. Anne Delille et Dr. Marc Thériault, qui a pour titre « Les suivis, gages de succès en implantologie ». Le cours va commencer à 14 heures et sera d'une durée de 1 heure. Donc, pour un crédit de formation. Si vous avez des questions, vous avez en bas de l'écran 2 petites bulles marquées Q et A. Vous pouvez écrire vos questions qui seront posées à la fin du cours à Dr. Delille et Dr. Thériault. Maintenant, concernant le crédit de formation, vous allez recevoir dans quelques jours un email avec un lien qui va vous amener vers une évaluation du cours. Suite à cette évaluation, vous allez recevoir toujours par email le crédit relatif au cours que vous suivez aujourd'hui. Si toutefois il y a des petits problèmes, je vous laisse mon numéro de téléphone, prenez-le en note. Donc, c'est le 418 454 1373. S'il y a quelque chose avec les crédits ou un petit bug, ça va me faire plaisir de faire le suivi avec vous. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Plusieurs personnes que je connais déjà. Donc, on attend plus de 80 personnes au cours aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse grandement, il faut croire, et qui va vous être très bien présenté par Dr. Thériault et Delille. En passant, c'était la fête à Dr. Delille hier. La belle Anne a eu 32 ans. US. On a mangé du gâteau toute l'après-midi à la clinique. C'était extraordinaire. Bon, toute l'après-midi, disons sur l'heure du lunch, là. Mais c'est parce que moi, j'en ai mangé 3 morceaux, fait que ça s'est étiré dans le temps, comprenez? Bref. Alors, bienvenue à tous. Le cours va commencer dans peu de temps, mais on vous voulez bien, on va attendre encore un petit peu. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans cette belle journée d'automne. Donc, je répète, pour poser des questions, il y a les petites bulles Q et A en bas de l'écran. Encore 1 ou 2 minutes, puis on va être prêt à commencer. Je vois vos noms, là. Plein de monde que je connais, que j'apprécie grandement, que j'ai hâte de voir. Maintenant que la grosse crise de la COVID commence à être un peu derrière nous, on peut se voir en présentiel, ça va faire beaucoup de bien. Bonjour Jennifer. Ça va? Oh, j'aime ça quand vous me dites des petits bonjours. Ça me fait plaisir. Alors, il est 14 heures. C'est à Dr. Thériault et Delille. Le cours, les suivis, gages de succès en implantologie.
Merci, Julie, de cette belle introduction. Alors, si je comprends bien, Julie, tu nous as donné le départ de cette présentation. Alors, bonjour à tous, peu importe où vous êtes. Hein. Encore une fois, je pense que c'est la tradition. À chaque fois qu'on fait un webinaire, il y a une température magnifique à l'extérieur. Alors, j'espère pour vous, vous êtes bien assis, soit sur le rebord d'une fenêtre ou bien à quelque part à l'ombre, au soleil, peut-être avec un petit verre à la main, étant donné qu'on est vendredi après-midi, en ce beau 17 septembre. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les équipes, tous les dentistes, les membres du personnel de l'équipe dentaire à ce webinaire. Alors, bien entendu, l'équipe d'Implant Québec vous souhaite la bienvenue. Et puis, j'aimerais dire bonjour à Marc, hein, qui est à quelque part. On est tous sous le même toit aujourd'hui. Je ne suis pas à la maison, étant donné que nos travaux sont terminés ici à la clinique. Alors, nos travaux d'agrandissement qu'on est toujours heureux d'offrir à nos patients. Si vous voulez venir nous visiter, vous pouvez le faire à partir de maintenant, étant donné que les restrictions sont un petit peu levées. Alors, bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, Anne. Tu me reçois 5 sur 5? Oui, 5, même 10 sur 5, alors c'est super. Alors aujourd'hui, on a un beau programme à vous offrir. C'est le troisième webinaire d'une série de 3, donc c'est le dernier de cette série. Si vous étiez parmi nous, en mars dernier, lors de notre premier webinaire, le sujet était on avait fait un survol de la dentisterie ou de l'implantologie au niveau numérique. Et également, notre deuxième webinaire qu'on a présenté au mois de mai dernier était sur l'acceptation des cas ainsi que la communication. Si toutefois vous avez manqué nos webinaires, alors je vous invite à consulter notre site Internet au www.implantquebec.com. Alors, les liens vous sont offerts. Et puis, la même chose, celui d'aujourd'hui, si toutefois vous avez des notes et des renotes à prendre, alors il sera disponible également sur notre site web. Également, petite annonce pour nos formations et tout, parce que ça reprend en cours les formations qu'on a en présentiel, en prosthodontie, sur implant. Alors, je vous invite également à consulter notre site web pour avoir plus d'informations. Alors aujourd'hui, notre webinaire, comme l'a mentionné Julie, le sujet est les suivis, gages de succès en implantologie. Je crois que dans le titre, on a volé un petit peu le punch de notre conclusion. Bref, sans plus tarder, je vous souhaite une belle présentation et Marc, je te cède la parole. Merci, Anne. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. On va faire tous les efforts possibles aujourd'hui pour faire en sorte que ça finisse à l'heure prévue pour que vous puissiez passer un bon week-end, profiter de votre vendredi soir. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est archi important et qui est de plus en plus pris en considération, j'allais dire. C'est effectivement les suivis qui s'appliquent à l'implantologie. Donc, la première chose qu'on a trouvé ou qu'on a réalisé, en fait, c'est... bon, excusez-moi, j'ai besoin d'un petit moment d'adaptation. OK. Alors, la première chose qu'on a réalisée, en fait, ou dernièrement, c'est à quel point le temps représente la quatrième dimension en implantologie. Et pourquoi le temps? Bien, en fait, il faut avoir fait de l'implantologie suffisamment longtemps et avoir vu beaucoup de patients en suivi, parce que lorsqu'on voit pas les patients en suivi, c'est sûr que le taux de succès il est super bon. Mais lorsqu'on se met à faire des suivis de façon rigoureuse, on s'aperçoit en fait que le temps, il y a vraiment une emprise sur les implants et sur la santé en général. Donc, sur ce, on a réalisé en fait que le temps, si on y accorde de l'importance pour nos suivis, bien, on risque d'avoir une bonne longévité au niveau de nos implants. La communauté scientifique s'entend aujourd'hui pour dire que la qualité de vie et la longévité ont une relation directe avec l'hygiène et la prévention. On parle toujours encore là des dents et surtout des implants. Il y a de nombreux outils, examens, protocoles qui existent aujourd'hui, qui ont été développés dans les dernières années pour nous aider à prolonger la durée de vie des implants et des restaurations sur implants. Et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on va essayer d'établir avec vous, ou vous donner des lignes directrices et surtout les protocoles, et oui, d'autres protocoles, mais le plus simple possible pour avoir un meilleur taux de succès à long terme des restaurations sur implants.
Alors, comment faire pour protéger ces pauvres implants-là qui sont soumis à des tempêtes, si on veut, ou à des attaques externes et internes? Comment faire pour aider ces implants-là? Parce qu'on s'entend, lorsqu'on parle d'un implant, à l'époque, on disait les implants, c'est pour la vie. En fait, ce n'était pas faux parce que l'implant comme tel, effectivement, il est pour la vie. Ce qui change dans le décompte, c'est le patient au pourtour de l'implant. Donc, quel outil on a, comment faire, quel protocole on peut utiliser afin de protéger ces implants-là. Comment faire pour éviter que des situations comme ça ici arrivent? Qu'est-ce qui est arrivé à ce patient-là pour se ramasser dans une situation comme ça? Est-ce que ce sont la faute des implants? Probablement pas, parce que 20 ans plus tard, les implants ont la même forme, ont pas changé du tout. Mais ce qui a changé au pourtour, c'est le fameux patient. Le patient qui est vieillissant, il y a de plus en plus d'implants. Alors, la population vieillit, le manque de suivi, le manque de protocole. Ici, on s'est retrouvé en présence d'un patient qui avait une certaine démence, Alzheimer et tout. Donc, si les protocoles ne sont pas bien établis, si les protocoles ne sont pas bien connus, les suivis pas bien suivis par les patients ou par la famille, ou si le personnel médical n'est pas bien formé, on ne pourra pas éviter ces catastrophes-là. Donc, c'est vraiment important d'établir des protocoles aujourd'hui, puis de maintenir des bons suivis pour les patients. Puis tout ça ne serait pas arrivé probablement si le patient avait eu des bons suivis. Mais à l'époque, on disait, les implants, c'est pour la vie, pas besoin d'entretien. Les patients partaient avec leur prothèse et ne revenaient souvent jamais ou presque jamais pour leur suivi. Donc, on est confronté justement à de plus en plus de patients qui ont des problèmes de santé. Les patients vont vivre plus longtemps et artificiellement plus vieux. Donc, c'est la réalité. La médication permet aux patients de vieillir plus vieux. Donc, c'est sûr qu'on va être confronté à plus de patients avec des problèmes au niveau des implants. Ce qu'on voit aujourd'hui arriver, c'est sûr que c'est peut-être pas appétissant. J'espère que vous avez fini votre dîner, mais c'est notre réalité aujourd'hui, encore une fois. Ces patients-là qu'on vous montre là, c'est des patients qui ont été vus au mois d'avril ou mai dernier. Et c'est quelque chose qui est dans nos cliniques de plus en plus, en fait, dans notre pratique de plus en plus. Alors, les cas d'édenté complets, où est-ce que les patients avaient été édentés à l'âge de 12 ans, 14 ans, on en voit de moins en moins. Et ce qu'on voit de plus en plus arriver, c'est ce type de patient-là. Et là, ce type de patient-là, comment faire pour éviter que la même situation se présente sur les implants qu'on va leur placer? Parce que ces patients-là, s'ils ont cette condition-là, on peut peut-être penser que cette condition-là va se refléter sur les implants. Donc, comment on peut faire pour aider ces patients-là? Bien, c'est assez facile parce que ces patients-là se présentent dans notre pratique. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide, ils nous tendent la main et c'est à nous d'établir des protocoles puis de les prendre en charge. Et c'est notre responsabilité de leur simplifier la vie, mais surtout de leur démontrer ou de leur montrer l'importance d'avoir des bons suivis et surtout d'avoir des bons protocoles pour suivre ces patients-là. Donc, il y a quelque chose à faire. On peut aider ces patients-là, c'est sûr. Ils ont un besoin d'aide flagrant, je pense que c'est assez évident. Et ce n'est pas justement parce que ces patients-là se sont rendus dans cet état-là qu'ils vont nécessairement se rendre dans cet état-là avec des implants. C'est souvent un laisser-aller de plusieurs années. C'est la gêne de consulter chez un dentiste. C'est le manque de moyens financiers, le temps, le manque d'intérêt. Et lorsque ces patients-là viennent nous consulter, bien, ils viennent nous tendre la main. Alors, c'est à nous de leur donner des solutions et de les aider à maintenir ça et de changer leur façon de voir la dentisterie ou voir la bouche. Donc, si on veut un succès à long terme pour nos fameux implants, on va essayer de vous montrer les petites lignes directrices qu'on a ici à la clinique. Avant de débuter tout ça, j'aimerais vous amener quelques réflexions en fait à avoir. Quelques questions qui vont être répondues pendant la conférence, je présume, je l'espère en fait. Donc, est-ce qu'on peut, en tant que praticien, être responsable de l'échec de certains traitements? Quelle est la responsabilité de chaque intervenant dans la réussite et la longévité de nos traitements? Et là,
J'ai inclus les dentistes et le personnel là, au niveau hygiéniste et compagnie. Pouvons-nous utiliser les mêmes définitions des pathologies et des outils diagnostiques sur les dents naturelles et sur les implants? Alors, on a souvent, encore aujourd'hui, tendance à penser que les implants doivent être traités ou approchés de la même façon que des dents naturelles, alors qu'on a affaire à deux entités complètement différentes. Mais malheureusement, on essaie d'appliquer les mêmes outils diagnostiques et les mêmes définitions aux implants, alors qu'on ne devrait peut-être pas. Quel outil avons-nous en notre possession pour établir un diagnostic précis? Et vous allez voir, c'est un problème parce que le diagnostic précis en implant, il est complètement différent que sur une dent naturelle. Qu'en est-il des patients fumeurs, des diabétiques, des patients immunosupprimés, des problèmes avec l'ostéoporose, les biophosphonates, toutes ces conditions-là, quel est l'impact de ces problèmes-là, de ces maladies-là sur les implants? Devons-nous diagnostiquer tous les patients de la même façon? Est-ce qu'on doit avoir une approche globale, identique chez tous les patients? On va essayer de répondre à cette question-là aussi. Devrions-nous sonder ou non? On va passer quand même un bout de temps là-dessus. Est-ce qu'on sonde ou on ne sonde pas sur les implants? Et quels moyens avons-nous pour diminuer les risques de pathologie et améliorer la longévité des implants? Les protocoles et les suivis. Dans le fond, on a divisé le tout en deux grandes classes. Aujourd'hui, on va parler principalement des protocoles de suivi et de maintenance au niveau biologique, mais au niveau mécanique, c'est quand même archi important et ça peut faire l'objet d'une autre conférence. Ce qu'on entend par mécanique, c'est de vérifier à tous les rendez-vous de suivi les pièces impliquées dans la restauration sur implant. Donc, les vérifier plus souvent, prendre des radiographies, ça on ne dira jamais assez, là. C'est pas comme une dent naturelle. Alors, les patients, lorsqu'ils quittent ici, ils sont avisés de demander à leur dentiste de prendre des radiographies aux 6 mois, aux années, maximum aux années, parce que les implants peuvent avoir des changements mineurs et la seule façon de le savoir, c'est avec les radiographies. Il n'y a aucune douleur, il n'y aura pas nécessairement de pus, de saignement ou quoi que ce soit. Donc, la radiographie, une bonne radiographie de qualité qui peut être comparée d'année en année, c'est vraiment, vraiment très important. Et une des choses les plus importantes, c'est la vérification de l'occlusion. Alors, tout patient qui présente des implants devrait, à l'examen, avoir un papier carbone sur le plateau et vérifier l'occlusion pour s'assurer que l'occlusion est bien distribuée, qu'il n'y a pas d'interférence. Donc, c'est quelque chose aussi qui est souvent négligé. Et les patients qui présentent des parafonctions doivent être diagnostiqués et traités en fonction parce qu'on sait que les parafonctions peuvent être extrêmement dures sur la mécanique des implants de par le fait qu'il n'y a aucun ligament, il n'y a aucune mobilité possible. Alors, tout le stress se répand au niveau des vis et c'est souvent une raison des échecs ou des problèmes qu'on rencontre. Donc, on ne passera pas beaucoup plus de temps sur les suivis et la maintenance au niveau mécanique. Mais ce qu'on veut à tout prix, c'est éviter ce type de situation-là. Encore une fois, c'est un patient qui n'a pas eu de suivi. À l'époque, c'est les patients qui partaient et ils se disaient ben, c'est pour la vie, c'est comme une voiture, on ne va jamais au garage avec ça, ça n'a pas rapport, on sait aujourd'hui. Mais en bref, ce patient-là a manqué définitivement de suivi et c'est les conditions qu'on veut absolument éviter. Donc, pour les suivis biologiques et les protocoles de maintenance, on a divisé ça en deux catégories. On a la phase, en fait, du jour 0 à l'ostéo-intégration des implants et il y a la phase long terme, c'est-à-dire du moment qu'on donne le OK, que l'implant est ostéo-intégré dans le temps. Alors, c'est cette phase à long terme qu'on appelle. Donc, du jour 0 à l'ostéo-intégration et de l'ostéo-intégration au jour fatal. L'ostéo-intégration du jour 0. Alors, le jour de la chirurgie jusqu'à l'ostéo-intégration, en fait, on divise ça en 4 grandes classes. Donc, il y a le jour de la chirurgie et le lendemain. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on a décidé de prendre comme protocole le protocole pour une restauration complexe. Alors, ça ne s'applique pas nécessairement à une restauration unitaire ou à un pont ou des choses comme ça, mais on va aller parler plus d'une prothèse complète, par exemple le fameux All-on-4, où est-ce que les protocoles sont plus rigoureux, mais on peut
partir de ce protocole-là et l'appliquer à des cas plus simples, mais on ne peut pas faire l'inverse. Donc, il y a beaucoup plus de détails, mais gardez en tête que ces protocoles-là s'appliquent principalement pour des cas un peu plus complexes. Les cas plus simples, c'est sûr qu'on va avoir le même suivi dans le temps, mais un peu moins de consignes à donner à nos patients, si on veut. Alors, on divise en quatre moments, en fait, le jour de la chirurgie qu'on va voir le patient, le lendemain, 24 heures plus tard, le suivi 10 jours post-opératoire, le suivi 2 mois post-opératoire, et ensuite l'ostéo-intégration qui sera dans 4 à 6 mois. Donc, on va voir à chaque étape qu'est-ce qu'on recommande et qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est donné comme indication aux patients. Donc, en préopératoire, avant la chirurgie, vous allez voir de plus en plus des demandes aller dans ce sens de faire un nettoyage avant l'intervention chirurgicale. Tout ça a pour but de diminuer la masse bactérienne que le patient a dans sa bouche, aussi diminuer la quantité de tartre qui peut aussi avoir un impact au niveau des infections parce que si un morceau de tarte tombait dans un lambeau ou quoi que ce soit, donc en diminuant la quantité de tarte et de la charge bactérienne avant la chirurgie, on sait qu'il y a beaucoup moins de risque d'infection post-opératoire. Et aussi, les gencives vont être en meilleur état. Donc, on va essayer de faire ce nettoyage-là, idéalement, une semaine et demie, 2 semaines avant l'intervention pour que les gencives aient le temps de se raffermir. Ce qui va faire en sorte que la guérison va être plus belle, la manipulation des tissus va être plus facile, moins de risque de déchirement au niveau des tissus. On va expliquer aussi aux patients les étapes et les suivis à venir. C'est très important que le patient participe à tout ça et qu'il comprenne bien toutes les étapes à suivre. On va faire prendre des antibiotiques à nos patients 3 jours avant s'il y a une présence d'infection, d'écoulement purulent, ou sinon 1 heure avant l'intervention. Donc, 3 jours avant s'il y a une présence d'infection active, qu'elle soit chronique ou aiguë. Après ça, le patient devra maintenir une bonne hygiène jusqu'à la chirurgie, donc ne pas se négliger et vraiment bien brosser. Souvent, on va les faire brosser aussi avec la chlorhexidine, peut-être 1 semaine ou 2 avant. Donc, c'est les recommandations avant l'intervention au patient. Maintenant, suite à la chirurgie, on est au jour 0, donc la chirurgie vient d'être faite. Généralement, les patients vont avoir un minimum d'instructions d'hygiène, donc on ne leur donne pas beaucoup d'instructions d'hygiène. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est se reposer, prendre la médication comme il faut, comme prescrit. La médication est une part importante de nos traitements. On en a parlé un petit peu là, dans les derniers webinaires là, de nos protocoles médicamenteux. Beaucoup de glace, ensuite une alimentation liquide pour le premier 24 heures qui est riche en nutriments, une bonne hydratation, du repos, et on va revoir nos patients le lendemain. Donc, généralement, à la chirurgie, le patient va repartir sans dents et il y a une phase de laboratoire qui est faite pour le cas de All-on-4, justement, là, qui va être une transformation de la prothèse du patient en prothèse fixe temporaire immédiate. Maintenant, on revoit notre patient 24 heures plus tard pour la mise en bouche de la prothèse temporaire fixe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va donner plus d'instructions aux patients, dont les rince-bouches. On va appliquer aussi un gel de chlorhexidine sur la prothèse. Maintenant, ce qui est de plus en plus populaire ou utilisé, je vous dirais, c'est le gingigel. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour l'application du gel de chlorhexidine. C'est un gel que vous pouvez faire à la pharmacie. Les pharmaciens sont capables de faire ça. C'est à base de glycérine. Ce qui est intéressant pour le gingigel, il n'y a pas nécessairement un effet antibactérien. Par contre, il va favoriser une cicatrisation et une guérison plus rapide. Donc, c'est très intéressant. Nous, on l'utilise de plus en plus. Ce qui est intéressant avec le gingigel, c'est qu'il y a une genre de pas polymérisation, mais il y a une fixation sur les tissus mous qui va se faire, puis il va rester en place plus longtemps. Donc, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. On va en mettre à tous les suivis. À chaque fois qu'on va enlever la prothèse du patient, on va appliquer du gingigel. Donc, c'est maintenant en vente libre dans les pharmacies. Ça peut aussi servir là, pour les ulcères, des douleurs gingivales et tout. Donc, c'est vraiment un bon produit. Ce qu'on va donner comme indication aux patients pour la première semaine, c'est vraiment une hygiène minimale. Donc, on va leur demander de brosser les dents
mais de ne pas nécessairement aller sur la gencive, de brosser les autres dents s'il y a des dents naturelles restantes, mais sans plus. Ce qu'on veut vraiment, c'est que le patient utilise le rince-bouche le plus souvent possible, c'est-à-dire 2 fois par jour. Ça va être l'instruction principale pour l'hygiène. Lorsqu'on va placer notre prothèse, on va s'assurer d'une passivité. J'aurais pu le mettre en parenthèse ici parce que c'est très difficile, suite à une intervention chirurgicale, de vérifier la passivité d'une structure. Donc, il y a toujours un peu de pression. Par contre, lorsqu'on va revoir le patient, et c'est pour ça qu'on revoit nos patients après 10 jours seulement, les tissus vont s'être placés au pourtour de la prothèse et on va pouvoir s'assurer à ce moment-là d'avoir une bonne passivité. C'est sûr qu'on veut absolument que ce soit passif. Si ça ne l'était pas, il faut reprendre notre travail. Mais à la mise en bouche, c'est très difficile. Puis ceux qui font de la restauration sur implant là, pourront en témoigner. Lorsqu'on fait des ponts qui sont un peu plus compressifs, là, c'est très difficile de savoir si on est passif. Alors, tous les cas de ponts qui sont un peu compressifs ou même de couronnes qui seraient compressives, le patient devrait être vu après une dizaine de jours pour revérifier la passivité de la structure et retorquer les couronnes et les ponts. Donc, on va vérifier l'occlusion. On va parler un petit peu plus tard là, avec Anne de l'occlusion, qu'est-ce qu'on recherche. On va aussi leur mentionner l'importance d'avoir une alimentation molle pour les 4 premiers mois. Donc, c'est très important. Une alimentation molle, ce n'est pas liquide, c'est-à-dire, pour moi, pour leur simplifier le tout, là, je leur dis que c'est tout ce qui se coupe à la fourchette. Donc, une carotte crue, ça marche pas, mais une carotte cuite, ça marche. Donc, les patients sont vraiment, doivent vraiment respecter cette consigne-là. C'est super important de ne pas surcharger la structure des prothèses qui viennent d'être mises en bouche de façon immédiate. Maintenant, au suivi 10 jours, qu'est-ce qu'on va recommander? Et d'ailleurs, si vous voulez avoir ces slides-là pour savoir un peu là, les recommandations, là, ça va nous faire plaisir. Vous pourrez contacter Anne Petitclerc ici, puis on va vous les faire parvenir. Au suivi 10 jours, on va prendre une radiographie panoramique pour s'assurer que tout va bien au niveau osseux et au pourtour des implants. Au besoin, on va prendre une radiographie périapicale. C'est plutôt rare. Par contre, si on a un flou en quelque part là, au niveau d'un implant, on ne gênera pas pour prendre une radiographie périapicale qui donne beaucoup plus de précision. Et d'ailleurs, je fais une autre petite parenthèse. Les radiographies périapicales, c'est très important si vous voulez avoir ce point-là comme repère, qui est un très bon point de repère dans le temps, d'utiliser des techniques de parallélisme le plus possible. Et sinon, si vous n'avez pas ces appareils-là, de vous assurer de voir les filets des implants. Si vous voyez bien les filets des implants, ça veut dire que vous êtes perpendiculaire et c'est la meilleure façon de savoir s'il y a un changement dans le temps. Ensuite, on va revérifier l'occlusion. On met beaucoup d'emphase sur l'occlusion. C'est important d'avoir des contacts simultanés en postérieur, en antérieur, une disclusion de groupe. On va favoriser une disclusion de groupe ici et une protrusion sur les incisives. On va retirer la prothèse. Donc, effectivement, les gens disent des fois, ah oui, on retire la prothèse après 10 jours. Oui, on retire la prothèse après 10 jours. La seule raison pourquoi on ne la retirerait pas, c'est si on n'avait pas une stabilité initiale de nos implants optimale. Généralement, on s'organise pour avoir une bonne stabilité initiale de nos implants pour pouvoir justement enlever la prothèse après 10 jours. Donc, il n'y a pas de danger à enlever cette prothèse-là. On va désinfecter, nettoyer, parce que là, le patient n'a pas été à moyen de bien nettoyer en dessous. On va nettoyer la prothèse. On va vérifier pour s'assurer que toutes les vis sont bien serrées. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on va réaliser que finalement, on avait torqué à la main et qu'il y avait probablement un peu trop de pression sur la gencive et les vis vont relâcher la première semaine. Donc, encore une fois, un avantage d'y retourner, c'est de vérifier ces vis-là. On va enlever les sutures si les sutures sont toujours présentes. On va appliquer un gel de chlorhexidine, et comme je vous disais tantôt, on va travailler de plus en plus là, avec le gingigel. Maintenant, on va faire de la pression digitale pour vérifier s'il n'y a pas de suppuration. Tantôt, on va en parler au niveau du sondage et tout, là, mais à ce moment-ci, ce qu'on veut vraiment, c'est de faire une pression comme si on voulait péter un bouton, si on veut. Là. On va faire une bonne pression pour autour des implants, s'assurer que tout est beau, qu'il n'y ait pas de segment et surtout pas de suppuration. On va polir les piliers si jamais il y avait un peu de plaque avec une cupule de caoutchouc et un gel de chlorhexidine. On va encore favoriser l'alimentation qui est molle. On va, à ce moment-ci, donner des instructions d'hygiène aux patients.
puis aussi des instructions de ne pas surcharger les prothèses. C'est en dernier lieu, mais les patients souvent qui vont recevoir ce type de traitement-là vont être aux petits oiseaux parce que pendant des dizaines d'années, ils ont eu une alimentation qui était moyenne, ils ont eu des dents qui étaient moyennes, et en dedans de 24 heures, on leur remet un beau sourire, des bonnes dents, c'est très solide. Et les patients, ce qu'ils doivent savoir, c'est que ça va devenir de moins en moins solide et il faut vraiment, vraiment faire attention de ne pas surcharger la structure. Donc, ces consignes-là sont très strictes pour les patients parce qu'il y en a qui reviennent au bout de 10 jours puis ils ont mangé des peanuts, là. Ils sont très heureux de ça, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on désire pour le succès de nos restaurations. Ensuite, on va revoir des patients. Alors, pour les soins d'hygiène, du jour 10 aux 2 mois, au 60 jours, on va leur donner des brossettes. Alors, brosse à dents normale, brossette sous la prothèse s'ils sont en mesure de le faire, et soie dentaire. C'est tout. Rien d'autre. On ne force pas les choses. Par contre, on leur fait une bonne démonstration. Comment passer en dessous. Souvent, après 10 jours, on ne sera pas encore capable de passer sous la prothèse, mais dans les jours qui vont suivre, la gencive va se contracter un petit peu, il va se créer un espace, et là, ça va être beaucoup plus facile pour les patients d'aller passer sous la prothèse. Donc, c'est des instructions qu'on leur donne pour le suivi 10 jours. Au suivi 2 mois, là, on va commencer à changer des choses importantes. On va encore une fois retirer la prothèse, vérifier pour des bris ou des relâchements de vis. Généralement, à ce rendez-vous-là, il ne devrait pas avoir de bris, il ne devrait pas avoir de relâchement de vis. Donc, si le travail est bien fait, si la structure est passive, ce n'est pas normal après 2 mois qu'il y ait un relâchement des vis. On va encore une fois contrôler l'occlusion, une pression digitale pour la suppuration. On va parler un petit peu plus tard pour le sondage. On va faire une bonne hygiène buccale, démonstration encore une fois, ProfiJet au besoin. On va appliquer encore une fois notre gel de chlorhexidine. Et les 2 points importants, instruction pour le Waterpik. Donc, le Waterpik, depuis un certain temps, je vous dirais peut-être 1 an, 1 an et demi, à la clinique, on propose le Waterpik à pratiquement tous les patients qui ont des implants. Certainement aux patients qui ont 1 ou 2 facteurs de risque là, et plus. Le Waterpik, pour tous les cas de prothèse complète fixe, va être proposé très fortement. Alors, ce qu'on donne comme consigne aux patients, c'est jamais avant 2 mois, parce que les tissus mous ne sont pas suffisamment matures pour recevoir une pression d'eau à ce niveau-là. Donc, on va demander aux patients de commencer tranquillement. Donc, il y a un ajustement sur le Waterpik. On va commencer de l'eau et tranquillement, à chaque jour, augmenter si possible jusqu'à un maximum de 7 et non pas 10. 7, c'est suffisant pour faire un bon travail. Et je vous dirais, c'est une vieille technologie qui revient, mais ce qu'on a vu, ce qu'on a noté, là, on a fait des tests sur plusieurs patients et la plupart apprécient cet appareil-là et la plupart des patients qui l'utilisent n'ont pratiquement pas de problème ou ont réglé beaucoup d'infections ou d'inflammations. Donc, c'est vraiment un outil qui est très intéressant, que ce soit pour les ponts, une couronne peut-être moins, mais les ponts ou les complets, c'est sûr qu'on va proposer et fortement recommander le Waterpik. Ensuite, on va remettre une brosse à dents électrique aux patients, encore une fois, en leur expliquant le fonctionnement et l'importance d'utiliser une brosse à dents électrique. Donc, on veut vraiment que les patients aient bien nettoyé à la jonction gencive et prothèse. Et encore une fois, la brosse à dents électrique surpasse et de loin là, une brosse à dents manuelle là, chez les patients général dans la population. C'est sûr qu'on s'en parlait à un dentiste ou à une hygiéniste, c'est peut-être pas la même chose, mais là, les patients dans la communauté générale, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes techniques qu'on peut avoir pour brosser. Alors, la brosse à dents électrique devient vraiment un atout et un adjuvant archi efficace pour eux autres. Donc, c'est les principales différences ou les ajouts, en fait, qu'on va faire aux 2 mois. C'est l'introduction de la brosse à dents électrique et du Waterpik. Maintenant, à l'ostéo-intégration, donc les cas standards d'une dent, un pont, généralement, on va parler plus d'un 2 mois d'ostéo-intégration. Lorsque vient le temps de parler des prothèses complètes, immédiates, fixées, donc le type All-on-4, All-on-6, on va parler plus d'un 4 à 6 mois d'ostéo-intégration. Donc, on veut vraiment que le patient prenne le temps de s'adapter à sa nouvelle prothèse, à sa nouvelle condition et aux implants de bien s'intégrer. Donc, on va parler d'un 4 mois à la mandibule et d'un 6 mois au maxillaire. À ce rendez-vous-là, qu'est-ce qu'on va faire?
On va prendre les radiographies encore une fois et encore une fois, on va contrôler l'occlusion. On va encore une fois retirer la prothèse et à ce moment-là, on va revérifier les piliers. Alors, les piliers ne sont pas nécessairement vérifiés au suivi 10 jours et 2 mois, mais à l'ostéo-intégration, on va retorquer les piliers pour s'assurer que les piliers sont bien en place. Et aussi, on va vérifier nos vis. Au besoin, on recoupe le pilier, c'est sûr. Encore une fois, la pression digitale. Alors, vous allez voir souvent la pression digitale, on se sert beaucoup de ça pour vérifier l'état des gencives et de la zone péri-implant. Le sondage léger, on va en reparler plus tard. On va vérifier pour des signes d'inflammation et d'infection. On va revérifier au niveau du Waterpik si le patient le fait bien, comment ça va. Si le patient a de la misère, il ne faut pas hésiter à leur demander de l'apporter. On a fait une démo dans la salle, on va mettre de l'eau un petit peu partout. Et ensuite, à ce rendez-vous-là, on va établir un protocole d'entretien personnalisé pour le patient. Alors, on l'a vu quelques fois et c'est à ce moment-là qu'on va lui faire nos recommandations. Et c'est possible que ces recommandations-là peuvent aller aussi rapidement que des nettoyages aux 2 mois. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on va regarder à la phase d'ostéo-intégration, nos radiographies, on va s'assurer que nos piliers sont bien adaptés, que le niveau osseux est stable. Et ce qu'on veut voir, c'est une image comme ça, en fait, avec un patient qui a une très bonne hygiène, une gencive kératinisée qui est en bon état, très peu d'inflammation autour des implants, des piliers. C'est sûr que la prothèse, ce n'est pas une prothèse qui est parfaite, c'est une prothèse qui est temporaire. Donc, effectivement, il peut y avoir un petit peu plus d'accumulation de plaques au pourtour. Par contre, généralement, c'est ce qu'on veut voir comme image. On va faire ensuite une bonne évaluation et c'est le moment important d'avoir une bonne discussion avec le patient parce que là, on veut voir ce que le patient pense de sa prothèse. Alors, on parle, nous, d'une prothèse temporaire fixe comme un prototype. Alors, les patients qui viennent nous voir savent que c'est un prototype, c'est un outil de travail, ce temporaire-là, et c'est là qu'on va voir au niveau esthétique et profil d'émergence et toutes les modifications qu'on doit faire. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne discussion à cette étape-là. Donc, c'est un peu ce qu'on veut voir au suivi ostéo-intégration. On va évaluer les prothèses comme il faut, voir comment le patient s'adapte. L'occlusion aussi. L'occlusion, c'est très important parce que le patron d'usure va déjà commencer à s'établir après 4 à 6 mois. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir si notre patient va souffrir de bruxisme ou s'il souffre de bruxisme, s'il fait des parafonctions, s'il y a des mauvaises habitudes ou quoi que ce soit, s'il y a des problèmes articulaires. Donc, c'est tout à ce rendez-vous-là que l'analyse va se faire et la prise de décision pour la prothèse finale va se prendre. Les instructions aux patients, bien, en résumé, du jour 0 au jour 10, brosse à dents post-opératoire, le rince-bouche à la chlorhexidine 2 fois par jour, le dentifrice à base de triclosan. 10 jours à 60, brosse souple encore, on introduit les brossettes, soie dentaire, dentifrice à base de triclosan. Et du 2 mois à l'ostéo-intégration, on commence à Waterpik, brosse à dents électrique, dentifrice à base de triclosan encore, les brossettes, la soie dentaire. Donc, en résumé, c'est un très bon tableau résumé. C'est les indications, les instructions aux patients. Maintenant, pour le long terme. Alors, le patient a eu ses suivis, a eu ses examens faits ici. Et là, maintenant, il est rendu dans votre pratique, il s'en va faire ses dents finales. Et là, on doit établir un protocole à long terme pour le suivre. Alors, on est rendu à la deuxième étape des suivis et de la maintenance. Donc, plus de 6 mois. C'est un suivi ou un protocole de maintenance qui va être personnalisé, en fait. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça va aller selon les facteurs de risque. On va les voir tantôt, les facteurs de risque avec Anne, et on va établir notre protocole selon ces facteurs de risque-là. Donc, les 4 étapes du suivi à long terme, il y a la première chose, le diagnostic, l'instrumentation, la motivation et la planification. Le diagnostic. Le diagnostic va passer par des radiographies. Encore une fois, le contrôle de l'occlusion, comme on a parlé tantôt. On va s'assurer qu'il n'y a pas de mobilité. Alors, ce n'est pas si facile en implant de vérifier la mobilité. Je vous dirais, il faut être très attentif, mais de ne pas avoir peur de bouger les structures ou d'écouter ou d'entendre un petit bruit. Donc, on va faire ces tests-là à tous les cas d'implant. On va faire encore une fois la pression digitale pour la suppuration. Donc, c'est une pression qui se fait apico-coronairement. Donc, pour sortir le pus si jamais il y avait présence dans la gencive. On parle d'un sondage léger.
de 0,25 newton. 0,25 newton, c'est de prendre une sonde sur notre peau et de ne pas sentir pratiquement le pic-pic de la sonde. Donc, c'est très faible comme pression et on va voir pourquoi tantôt. On va aussi parler de l'index de plaque de Montbellier. Anna va nous faire un petit résumé de ça et l'index de segment qui est en fait des indices à marquer comme au même titre qu'un PSR pour les dents naturelles. Le diagnostic et la réalité clinique. Alors là, on s'en vient sur un sujet qui est quand même d'actualité puis un peu controversé. Dans le fond, c'est sûr qu'il existe un problème définitif, comme je vous ai parlé tantôt, au niveau des définitions des maladies, de la survie, du succès, de l'échec d'un clinicien à l'autre. Il y a des écoles de pensée, il y a des approches différentes et il n'y a malheureusement pas de consensus qui existe. Sur des dents naturelles, on a des classifications des pathologies dentaires. C'est très clair dans la communauté dentaire. C'est bien établi. Il y a aussi des outils diagnostiques qui ont été établis. Il y a un consensus, mais sur les implants dentaires, il n'y a pas encore de consensus d'établi. Donc, qu'est-ce qui devrait être considéré comme une pathologie sur un implant versus sur une dent? Quel outil on a en notre possession pour établir ces diagnostics-là? Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en notre possession. Les recherches ont démontré vraiment des différences significatives dans l'histopathologie des lésions périimplantaires versus le parodonte. Donc, on considère maintenant que la réaction au pourtour d'un implant serait plus de type immunitaire, c'est-à-dire que le corps réagirait plus à l'implant et ce serait une réaction plus de type immunitaire, alors que sur un parodonte normal, sur des dents, la réaction serait plus une réaction causée par l'attaque des bactéries. Donc, ce serait une réaction qui est complètement différente à la base. Est-ce qu'on peut penser avoir la même réaction sur des dents et sur des implants? La réponse, c'est effectivement non. Pourquoi? Bien, en grande partie parce que l'implant n'a pas de ligament, donc il n'y a pas de mécanisme de défense provenant du ligament pour l'aider à se défendre contre les traumatismes. Est-ce que la dent va réagir comme l'implant au niveau des traumatismes occlusales? La réponse, c'est sûr que c'est non. Est-ce que l'implant va réagir de la même façon qu'une dent réagirait au sondage? Bien, je vous laisse déjà répondre, mais on va avoir déjà une petite idée de la réponse dans quelques secondes. Donc, le sondage. Si on veut sonder autour des implants, je dis bien si, la sonde qui est recommandée, c'est la PerioProbe de Kerr. C'est une sonde en plastique et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une pression qui est ultra faible qu'on doit faire. Le PPD, le Pocket Probing Depth, c'est variable d'un clinicien à l'autre. Donc, en partant, s'il n'y a pas de constance entre l'hygiéniste, le dentiste et même le dentiste dans la même bouche du patient, ça devient difficile d'établir des bonnes chartes au niveau du sondage. Donc, généralement, la mesure des poches reflète plus la qualité du parodonte à résister à la pénétration de la sonde dans un tissu inflammatoire. Donc, ce n'est pas un bon instrument de mesure pour noter dans le temps s'il y a une évolution. Il a été démontré que dans un tissu sain, la sonde pénètre au fond de l'épithélium de jonction, alors que dans un tissu inflammatoire, celle-ci pénètre au fond du tissu conjonctif. Ça, encore une fois, c'est autour des implants. Alors, si on prend notre sonde et qu'on vient briser ce scellement-là de long épithélium de jonction, on risque peut-être d'introduire des bactéries ou une blessure qui va permettre une perte osseuse plus importante. Et dans un tissu inflammatoire, c'est encore pire. On va rentrer dans le tissu conjonctif qui est la seule barrière de protection de l'implant. Donc, rapidement, on sait qu'il y a une bonne différence au niveau des tissus mous entourant l'implant. Alors, sur une dent naturelle, ici, on voit les fibres de collagène de tissu conjonctif qui s'entrecroisent, alors que sur l'implant, on n'a pas de fibres perpendiculaires. On a des fibres parallèles qui font le tour de l'implant. Donc, c'est un épithélium ici de jonction qui est très, très faible comparativement à une dent. Et le tissu conjonctif est encore plus faible comparativement à une dent. Donc, c'est une zone qui est très critique. C'est l'espace biologique. C'est une zone à faire très attention et surtout à faire attention avec la sonde. Donc, pour ne pas venir briser justement ces attaches-là qui viendraient affecter l'os directement autour de l'implant.
Donc, il y a certaines études qui ont démontré, en fait, que la microflore qui est au pourtour des implants, dans 94 des cas, ce n'est pas une flore qui est très pathogène. À la biopsie, 95 des muqueuses étaient en bonne santé. On a pris 125 implants, c'est quand même un bon échantillon. Alors, ce que la recherche, l'étude a démontré, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre le saignement, donc le bleeding over probing, et la profondeur des poches sur la perte osseuse et la présence d'une microflore pathogène. Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces deux-là. C'est donc démontré que c'est des valeurs qui sont de faible diagnostic ou faible valeur diagnostique. Le BOP, donc le bleeding over probing, peut, dans beaucoup de cas, indiquer un faux positif. Alors, une gencive qui est relativement saine et qu'on viendrait faire une légère pression ou trop de pression pourrait saigner alors que c'est une gencive qui est en parfaite santé. Donc, un indice de 0, c'est sûr que c'est un indice de santé, mais un indice de 1 ou 2, on va le voir tantôt, n'est pas nécessairement un indice de maladie autour d'un implant. Le diagnostic des maladies périimplantaires ne peut pas être confirmé par un seul critère, mais plutôt par une combinaison des paramètres. Ça, c'est un point archi important. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos différents outils, nos différentes techniques cumulées ensemble pour en arriver à un diagnostic. Donc, on va parler du sondage, oui, peut-être, de la palpation, de la rougeur, de l'enflure, la palpation pour s'il y a du pus et un changement au niveau radiographique du niveau osseux. La spécificité des mesures du sondage ne semble pas être un outil de diagnostic précis, encore une fois, car de nombreux sites sains présentent une augmentation de la valeur dans le temps. Donc, on a réalisé que même si la profondeur des poches augmentait dans le temps, il n'y avait pas nécessairement de maladie ou ce n'était pas nécessairement un signe de maladie. Donc, encore une fois, le sondage devient un outil qui n'est pas vraiment fiable. Les tissus périimplantaires démontrent un état pro-inflammatoire plus élevé que le parodonte. On peut donc considérer cet état comme une inflammation chronique subclinique. Alors, c'est normal. Ce que ça implique, ce que ça indique, c'est qu'au pourtour de l'implant, il y a une légère inflammation. Puis cette légère inflammation-là qui peut être causée par l'irritation des matériaux peut créer un saignement plus facile que sur un parodonte naturel et sain. Alors, ça veut dire qu'au sondage, même si c'est un sondage léger, on pourrait avoir un saignement alors qu'on est dans un milieu sain, en fait. Donc, il y a plusieurs sites qui pourraient présenter un saignement, même s'ils sont sains. Donc, pour chaque millimètre de sondage, on a 10% plus de risque d'avoir un saignement au sondage. Donc, ce n'est quand même pas à négliger. Donc, en conclusion, encore une fois, les études démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre un saignement léger et une perte osseuse. Par contre, il y a une corrélation évidente entre un saignement abondant et la perte osseuse. Donc, encore une fois, c'est une question de quantité. Et s'il y a un saignement abondant, c'est sûr que visuellement, on va avoir des signes d'inflammation. Le problème du sondage, en fait, c'est que à force de sonder, à force de briser les scellements, c'est sûr qu'on peut finir par avoir un effet qui est désastreux sur l'os sous-jacent. Par opposition, ce type d'action n'aurait aucun effet sur la dentition naturelle. En fait, c'est causé par le fait que les fibres de collagène sont moins fortes autour de l'implant, et aussi par le fait qu'il n'y a pas de ligament, et par le fait que l'os autour des implants ne peut pas se défendre seul. Et par rapport à une dent, la dent, elle, peut se défendre via son ligament. Donc, c'est ce qui fait la grosse différence au niveau implant-dent. Donc, les outils diagnostiques standards qui sont utilisés pour les dents ne dépassent pas l'inspection visuelle, la palpation, la présence de rougeur, de l'enflure pour un diagnostic d'une pathologie au pourtour d'un implant. Donc, la douleur, malheureusement, est très rare. Je dis malheureusement parce que la douleur est souvent un signe de consultation pour les patients. Les implants ne créent pas beaucoup de douleur ou très peu de douleur. Donc, c'est vraiment à nous de suivre les patients et d'avoir un bon suivi à ce niveau-là. Donc, les évidences, le sondage au pourtour des implants, c'est douloureux pour les patients. Le sondage risque d'endommager le scellement, on en a parlé, et de créer une condition difficile à contrôler, ainsi qu'une perte osseuse. Et il devrait y avoir une relation positive entre les différents tests pour conclure un diagnostic. C'est-à-dire que ce n'est pas le sondage qui va établir un diagnostic, ce n'est pas la palpation, c'est la somme des différents exercices qu'on va faire au pourtour des implants qui vont nous mener à une conclusion d'un diagnostic pour éviter les surtraitements. Les recommandations, l'inspection visuelle,
On vérifie pour la rougeur, l'enflure. La palpation des tissus autour des implants pour voir s'il y a encore une fois de l'enflure, du saignement ou de la suppuration et des radiographies afin de comparer les niveaux osseux dans le temps. Alors, je laisserai la parole au docteur Delisle pour la suite. Je vous remercie beaucoup et on se revoit à la fin. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Marc. Toujours vraiment intéressant d'avoir des informations de la sorte. Alors, nous, on poursuit plus au niveau un petit peu plus pratique, plus clinique. Alors, tout à l'heure, Marc faisait mention des indices de plaques de Mombelli qui a été élaboré à partir des années 87. Alors, ces indices-là ont été modifiés et ont été adaptés à l'implantologie également. Alors, comme les données PSR plutôt, que vous notez là, à chaque ou presque à chaque suivi au niveau de vos patients, bien, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous recommande, c'est de justement élaborer ces données-là et de noter ces données-là, plus spécifiquement au niveau de l'index de plaques modifiées que je vais vous décrire à l'instant, et ainsi que l'index de segments modifiés, alors de Mombelli, pour référence au dossier. Donc, vous allez pouvoir avoir ces références-là au niveau de vos patients, de tous vos patients en implantologie, alors que ce soit pour un implant unitaire ou plusieurs implants, c'est toujours important d'avoir un suivi de la sorte et une notation à votre dossier patient. Alors, l'index de plaques modifié au niveau des implants, donc un score de 0 présente une absence de plaques. 1, plaque sur la sonde en passant sur le rebord de l'implant ou du pilier. Un index de 2, vous allez voir à l'œil nu bien de la plaque, et un index de 3 qui n'est pas optimal pour personne, pour aucun patient. Donc, vous allez devoir faire un renforcement très positif et au niveau de l'hygiène, puis modifier les mesures d'hygiène de votre patient. Donc, à 3, c'est une plaque et un contenu mou en abondance. On n'a pas besoin de faire cette description plus détaillée. Alors, en parallèle, bien, vous pouvez faire la même chose là, au niveau du segment. Marc a quand même bien énoncé la façon de sonder au niveau du segment. C'est certain que c'est controversé, mais je pense que la technique a été très, très bien et clairement indiquée. Donc, au niveau de 0, vous n'avez aucun segment là, le long des piliers et des implants. Un index de 1 va noter un sondage, pas un sondage, mais plutôt un segment très isolé au niveau des implants. Un index de 2, alors un segment généralisé au sondage. Encore une fois, on rappelle que le sondage est excessivement léger avec une force là, de 0,25 Newton, comme énoncé tout à l'heure. Et un index de 3, bien, c'est un segment abondant, persistant au niveau du sondage. Ça peut être également un segment spontané. Alors, ces données-là vont être notées, comme je vous ai dit, là, de façon précise au niveau de vos dossiers patients. Maintenant, bien, je fais le parallèle avec un exemple clinique, alors du suivi 6 mois. Alors, cet exemple-là est plus spécifique à notre clinique. Lorsqu'on reçoit le patient 6 mois plus tard, suite à la mise en bouche du pont temporaire d'un traitement All-on-4 très spécifique. Donc, le traitement All-on-4, si vous vous souvenez, c'est lorsque c'est fait sur 4 implants. C'est lorsque, dans la même visite, on fait l'extraction des dents, on place les implants de façon immédiate et le lendemain, une prothèse fixe temporaire en acrylique est mise en place. Alors, le rendez-vous 6 mois, comme vous avez vu, bien, on évalue justement l'index, on note l'index de plaques ainsi que l'index de segment. Donc, on a vu qu'il y avait quand même une bonne accumulation de plaques dentaires au pourtour de la prothèse. Lorsqu'on enlève maintenant cette prothèse-là, parce qu'au rendez-vous 6 mois, pour confirmer l'ostéo-intégration de nos implants au niveau du maxillaire, bien, on retire la prothèse.
Et puis, bien, vous pouvez constater quand même l'accumulation en haut à droite, dans le carré rouge, qu'il y a quand même une bonne accumulation de plaques à l'intrados de la prothèse, même si vous pouvez apprécier là, le pourtour ovoïde des pontiques. Alors, c'est un pourtour auto-nettoyant, alors que le patient est capable facilement d'aller bien nettoyer, mais malheureusement, il y a une accumulation de plaques dentaires. C'est certain que le temporaire que l'on fait, c'est un temporaire en acrylique. L'acrylique est un petit peu plus poreux étant donné que c'est une surface temporaire. Par contre, vous, dans vos restaurations finales, c'est soit ça va être un recouvrement entièrement d'acrylique. Alors, c'est ce qu'on recommande, le wraparound. On ne met pas d'emphase aujourd'hui sur le côté prothétique, mais juste pour vous dire que la plupart des techniciens maintenant vont faire ce recouvrement-là directement appuyé sur les tissus en composite, ce qui est beaucoup plus simple et évite l'inflammation à long terme. Donc, ce patient-là a un super score de 3 au niveau de l'index. Donc, ce qu'on va apporter au niveau de ce rendez-vous-là et des rendez-vous subséquents, bien, c'est vraiment un renforcement et une révision au complet des outils d'hygiène. On vérifie également à la palpation. Je pense que la technique a été bien expliquée également tout à l'heure. Donc, on confirme là, à l'aide d'un mouvement de l'apex de l'implant vers la région cervicale qu'il n'y ait aucune suppuration, aucun saignement provoqué également suite à cette palpation-là. Au niveau de la suppuration, c'est un exemple en parallèle parce que, de toute évidence, la plupart de nos patients n'ont pas de suppuration, du moins nous ne l'espérons pas à ce niveau-là, à ce stade-là de la phase d'ostéo-intégration. Donc, c'est quand même, vous pouvez observer cliniquement, suite à la palpation, une bonne technique, un beau liquide jaunâtre très appétissant. Donc, c'est un signe un signe de périimplantite que vous allez devoir gérer cliniquement. On applique le gingigel qui a été expliqué tout à l'heure, alors une bonne couche abondante, surtout lorsqu'il y a l'inflammation gingivale pour favoriser cette guérison-là. À la clinique, on va également utiliser ou plutôt évaluer à l'aide d'un tableau de la sorte le niveau de risque du patient qui va déterminer bien la fréquence de suivi, le type d'intervention au niveau de l'hygiène que le patient va devoir pas subir, mais avoir. Alors, puis ce niveau clinique de risque-là est obtenu grâce à l'index XX. Alors, excusez, je m'en parle, j'en mets X. Alors, l'index de plaques modifié, l'index au sondage également. Et puis, la profondeur, la dernière information, PP, c'est la profondeur au sondage de la poche périimplantaire supérieure à 4 mm. Alors, selon le score obtenu, bien, on va déterminer si le niveau d'intervention de rouge, pas de rouge, mais plutôt de vert à rouge. Alors, ça peut aller tout simplement d'une prophylaxie, instruction d'hygiène et maintien de façon standard, au rouge, qui est un risque beaucoup plus élevé de traiter la pathologie périimplantaire et de réévaluer. Donc, c'est un tableau quand même assez pertinent qui nous guide énormément pour pouvoir faire une bonne séquence de suivi. C'est certain que ce tableau-là, ben, à ça, on doit ajouter aussi tous les autres facteurs de risque qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce que le patient est fumeur? Est-ce qu'il est immunosupprimé? Est-ce qu'il y a une historique de parodontie? Alors, tout ça fait en sorte qu'on établit et qu'on spécifie une séquence de suivi. Par la suite, l'occlusion est vérifiée. Hein? Donc, à noter que ça, c'est une restauration, c'est la même restauration temporaire, donc il n'y a pas de porte-à-faux en postérieur des implants les plus distaux. Alors, on s'assure d'avoir une bonne répartition des charges au niveau de l'occlusion. Donc, l'occlusion, c'est très important. Marc l'a mentionné tout à l'heure, de vérifier à chaque visite l'évolution de l'occlusion. Comme deuxième maintenant rubrique dans le suivi à long terme, bien, on parle d'instrumentation. Alors, l'instrumentation,
bref résumé, parce que je crois qu'on en a parlé quand même assez régulièrement, l'instrumentation plus spécifique à nous dans nos cliniques dentaires. Alors, premièrement, le nettoyage à l'ultrason. Soit des piliers ou des implants est fondamental. Vous avez des embouts en plastique spécifiquement pour ne pas abîmer là, les piliers et les structures en titane ou en métal, alors que ce soit le piezo implant tips de Caveau ou de Kerr, donc à avoir absolument dans vos pratiques en implantologie. Le détartrage manuel à l'aide de curettes qu'on a déjà décrit, que ce soit la PD Cruise ou autre, alors c'est un essentiel dans votre instrumentation. Polissage et désinfection de la zone périimplantaire, on en a parlé tout à l'heure, soit avec la chlorhexidine ou le gel de chlorhexidine, alors très important, et désinfection et détartrage des prothèses au besoin dans vos bains ultrasoniques. Alors maintenant, j'aimerais mettre le focus sur nos outils. Alors, principalement, les outils qu'on va conseiller à nos patients. Alors, premièrement, la brosse à dents électrique, on ne passera pas des millénaires là-dessus. La brosse à dents qu'on recommande, vraiment, celle qu'on recommande, c'est la Philips de Sonicare et non la Braun d'Oral-B. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son de ses qualités ultrasoniques et également grâce à ses têtes vous avez deux choix de tête pour les patients, soit la compacte ou l'ordinaire. Alors, vraiment adapter le choix des têtes selon le cas spécifique de votre patient. Également, l'autre outil très, très, très essentiel maintenant en implantologie, c'est l'hydropropulseur ou si vous aimez mieux, le Waterpik. Alors, le Waterpik, c'est un essentiel, surtout pour nos cas de complet, surtout pour les patients qui ont une histoire, soit c'est des fumeurs, une histoire de parodontite. Alors, c'est vraiment essentiel de recommander cet outil-là. Et ça fait vraiment une grosse différence. Cliniquement, nous, tous les patients qui ont des problèmes d'hygiène, soit de dextérité ou vraiment de plaques dentaires qui s'accumulent, on voit une grosse différence et une excellente amélioration entre le jour qu'il n'y avait pas de Waterpik puis la journée qui utilise le Waterpik. Bien entendu, tous ces outils-là, il faut utiliser la bonne technique et les bonnes pointes. Il y a plusieurs pointes recommandées. Alors, recommandez la bonne pointe qui va être spécifique à votre patient. Maintenant, les brossettes, bien écoutez, c'est un outil essentiel. Et puis, il y a différents types de brossettes, vous le savez. Et donc, c'est d'adapter la grosseur de brossette à l'espace résiduel au niveau de vos prothèses. Donc, c'est important de ne pas nécessairement juste recommander des brossettes à vos patients, mais de faire le démo et l'essayage en bouche avec vos patients pour qu'ils maîtrisent bien la technique. Alors que ce soit la Curaprox, comme vous le voyez présentement, qui a une multitude de grosseurs, ou bien tout à l'heure, la gomme. Alors, c'est important d'utiliser des brossettes, d'utiliser la plus grosse petite brossette, de faire le démo en bouche, s'assurer qu'il y a un enduit de plastique pour éviter d'abîmer vos structures en implant. Et puis, vous pouvez même également courber cette brossette-là pour faciliter l'accès pour vos patients. Alors, ça résume en gros les outils que vous pouvez vous offrir à vos patients. C'est certain que les brosses à dents manuelles, on utilise la 525 ou bien vous pouvez aussi la Hand-Tough, la micro-brossette pour des endroits plus spécifiques. Alors, bref, ce qui est le plus important en troisième lieu, c'est la motivation. Les patients motivés, c'est certain que vous allez voir le succès de leurs implants à long terme. Alors, puis, plus un patient est motivé, bien, plus c'est motivant pour vous aussi de le recevoir parce que c'est toujours positif. Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils se conscientisent de l'importance des soins d'hygiène et puis c'est ce qui fait le succès à long terme de leur restauration parce que c'est leur restauration sur implant. Alors, conseil personnalisé hyper important, on ne le dira pas assez souvent, offrir les outils nécessaires qu'on vous a décrits tout à l'heure. Le plus important, là, je pense qu'il faut rendre ça simple pour le patient parce que plus c'est simple, bien, plus il risque de le faire sur une base régulière. Et puis, en dernier lieu, bien, écoutez, c'est important de faire des démos avec eux et puis également de responsabiliser le patient de l'importance de tout ça.
En quatrième lieu, et pour conclure cette phase à long terme, c'est la planification. Bien, la planification, c'est certain que ça va être évalué en conséquence et en fonction des facteurs de risque. Alors, premièrement, le patient a-t-il des antécédents de parodontisme? Vous savez, si on a des antécédents de parodontite, les suivis restent d'être plus fréquents. Y a-t-il présence de plaques dentaires? Y a-t-il du segment? Alors, c'est toutes des informations à recueillir pour fixer une bonne séquence de suivi. Les implants, est-ce qu'ils sont près des dents naturelles ou sont adjacents les uns entre les autres? Ça va faire une bonne différence sur la séquence de suivi. Quels sont les matériaux utilisés au niveau de la prothèse? Est-ce que c'est de l'acrylique? Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est de la porcelaine qui est plus auto-nettoyante, plus facilement adaptable et plus biologique au niveau des tissus? Alors, c'est des critères à prendre en considération. Et puis également, bien, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque, comme est-ce que c'est un patient fumeur ou qu'il y a d'autres maladies systémiques à risque? Alors, tout ça va déterminer la séquence de rendez-vous. Puis nous autres, à la clinique, on a un tableau aussi très intéressant qui nous aide beaucoup à établir des pointages de facteurs de risque des maladies périimplantaires. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de prendre tout ça en note. On va vous remettre un résumé qui va être disponible, comme on l'a fait la dernière fois, sur le lien Internet au niveau du site. On vous en avisera en conséquence lors d'une prochaine infolettre. Alors, ce tableau-là nous offre un pointage qui va déterminer, lorsqu'on cumule tous les facteurs de risque et les critères, bien la séquence de suivi. Alors que ça va passer un risque faible, un suivi aux 6 mois, à un risque très élevé, un suivi aux 2 mois. Et plus le patient est un jeune initié au niveau de l'implantologie, bien, dites-vous que plus on le voit de façon régulière et rapprochée au début, bien, c'est mieux. Vous avez un contrôle de la situation et dans le temps, vous allongez ces rendez-vous-là, vous allongez le temps entre les rendez-vous si il y a des bons résultats et non l'inverse. Donc, encore une fois, la prévention est importante. Évaluer les facteurs de risque au niveau fumeur, je pense qu'on a bien décrit la fumée, que ce soit avec une dentition naturelle ou sur implant, c'est sujet à problème. Le patient doit être conscientisé de ça et on doit adapter la séquence de suivi. L'hygiène dentaire en chiffres, rapidement avant d'aborder notre conclusion, bien écoutez, c'est quand même encourageant. 73% des patients brossent 2 fois par jour, 28% passent la soie dentaire 5 fois par semaine. Au Canada, bien, on a un des meilleurs systèmes de soins dentaires au monde. Wow, c'est super positif. 3 patients sur 4 consultent une fois par année, alors c'est très favorable. Et 84% croient avoir une bonne à excellente santé dentaire, donc c'est très motivant. Mais c'est certain qu'il y a un pourcentage qui reste à contrôler, mais je crois que de plus en plus, là, les gens viennent en sachant également que les implants, oui, ça dure à vie, mais ça dure à vie s'ils s'en occupent. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais rapidement vous référer à la déclaration de position de la maintenance des restaurations complètes en implantoportée, en prothèse, en restauration implantoportée plutôt, du Collège américain de prosthodontistes. J'aimerais de votre côté que même je vous recommande d'en faire la lecture parce que premièrement, c'est juste 3 pages. Et puis, c'est vraiment clairement indiqué les règles à suivre pour que ce soit pour éviter les complications biologiques que mécaniques. Alors aujourd'hui, on va mettre l'emphase pour conclure là, sur les complications biologiques, alors quoi faire pour les éviter. Alors premièrement, le design de la prothèse versus l'hygiène. Alors c'est un critère vraiment essentiel que ce design de prothèse-là pour faire en sorte que nos prothèses implantoportées soient une réussite. Créer un profil d'émergence prothétique hygiénique.
on ne le dira pas assez souvent, puis un profil d'émergence hygiénique de vos restaurations, c'est également créer des pontiques auto-nettoyants. En deuxième lieu, au niveau de l'hygiène, les patients ont une responsabilité, on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'ils se responsabilisent face à leur hygiène personnelle dentaire, on va spécifier ça. Alors, une hygiène buccale adéquate permet un succès à long terme. Le contrôle de la plaque dentaire est essentiel pour réduire l'inflammation, diminuer les bactéries pathogènes et diminuer les taches et les odeurs. Valoriser l'importance des suivis et la fréquence, et puis faire en sorte que nous, les dentistes et notre équipe, bien, on puisse vraiment bien habiliter notre patient à bien nettoyer leur restauration sur implant ainsi que de leurs dents naturelles, bien entendu, s'il y a lieu. Alors, le brossage 2 fois par jour, la soie dentaire, les brossettes, l'hydropropulseur, etc. Donc, c'est à nous à bien diriger notre patient. Maintenant, en dernier lieu, le rôle de l'équipe dentaire. Alors, notre rôle est essentiel pour établir un bon protocole de maintenance. On doit vérifier la santé dentaire globale des patients qui évoluent dans le temps. Alors, c'est important d'adapter dans le temps nos soins selon l'état de santé ou l'évolution de l'état de santé de nos patients. Comprendre l'évaluation des tissus périimplantaires, noter justement à l'aide des index qu'on a parlé tout à l'heure, la plaque et le tartre, et prendre des radiographies de façon routinière, régulière. Ici, il recommande aller à tous les ans ou à tous les 2 ans. Souvenez-vous que Marc a parlé tout à l'heure, une plus grande fréquence. Pourquoi? Pour avoir un meilleur contrôle et un suivi dans le temps. Maintenant, au niveau du protocole pour les patients présentant des signes de mucosite ou qui sont à risque de développer des périimplantites, bien écoutez, on parle de rince-bouche à la chlorhexidine, d'appareils d'ultrasonique, de bien polir avec des cupules de caoutchouc, une pâte abrasive, là, nos structures, et les suivis hygiène sont impératifs à tous les 2 à 6 mois. Et pour ce qui est de l'aspect mécanique, c'est vraiment bien décrit dans cette déclaration de position-là. Alors, je vous invite à vous procurer cet article pour en faire la lecture. Alors, Marc, conclusion de ton côté. Alors, bonjour. J'essayais de remettre la caméra, je n'étais pas capable. En fait, c'est une présentation, comme vous avez pu le voir, qui a quand même un peu de matériel et en 1 heure, je pense qu'on se surprend toujours, Anne, à quel point ça passe vite, là. On aimerait prendre plus de temps pour expliquer plus de choses. En fait, je pense que le mot d'ordre ou la chose à retenir, c'est qu'effectivement, on change la vie des gens, c'est sûr, avec nos implants. On leur redonne la dignité, l'estime de soi et tout ça. Mais au cœur de tout ça, ce qui est le plus important, c'est de la prévention. C'est l'importance d'avoir des protocoles qui vont être bien établis, qui vont être transmis à nos patients, à leurs familles, afin que dans le temps, ça se prolonge, puis que nos patients sachent qu'il faut entretenir nos implants. Puis malheureusement, les implants, ils n'ont pas de système de défense, ce n'est pas naturel, puis on a besoin d'un corps en santé pour réussir à maintenir des implants en bonne santé. Donc, la prévention, c'est vraiment notre focus pour les années à venir. On a beau faire tous les plus beaux traitements du monde, rendre les plus beaux services au monde. Si on ne réussit pas à maintenir nos implants dans le temps, tout ça aura été fait en vain. Alors, merci infiniment de votre attention. On va vous souhaiter une belle fin de semaine. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je sais que Anne Petitclerc, là, elle est ouverte son ordinateur est ouvert pour les questions. Si vous voulez nous appeler, avec le fameux COVID, on a appris à travailler avec nos appareils électroniques, là, donc des textos, des FaceTime, tout ça, on est rendu super bon, puis c'est très efficace en fait. Alors voilà, je ne sais pas Anne si tu avais quelque chose à rajouter, mais merci infiniment, puis bon week-end à tous. Merci d'avoir été là. Juste à vous dire un énorme merci. Puis, n'hésitez pas à consulter notre site Internet pour soit reviser ce qui a été dit ou visualiser les autres webinaires. Alors, écoutez, moi aussi, il me reste à vous souhaiter un beau week-end. Profitez-en bien de ces derniers moments de l'été. Et puis, on se revoit prochainement en chair et en os, nous l'espérons. Alors, au revoir, puis bon week-end. Merci. Nice weekend, everybody.
Everybody good? Bye. Have a good weekend. You too. Thank you, Les. Take That care. was great again. Thanks. Bye-bye. You're good.